matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La contre-attaque de Tariq Ramadan. Les avocats du prédicateur dévoilent une conversation privée avec l'une des jeunes femmes qui l'accuse de viol. On va avoir les détails dans un instant et la réponse des défenseurs de la victime présumée. Les autres titres, Jean-Philippe. C'est un tout petit tableau. Il est devenu cette nuit le plus cher de l'histoire. 450 millions de dollars pour une toile de Léonard de Vinci. Nous vous raconterons les enchères totalement folles il y a quelques heures à New York. Historique aussi, cette commande pour Airbus, 430 avions et beaucoup de travail, nous le verrons, pour les sous-traitants. La surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés et le Conseil constitutionnel saisi, encore une fois, après la taxe sur les dividendes. Et puis, ils ont disparu du jour au lendemain. Que deviennent les anciens ministres de François Hollande? Ce sera l'enquête du 8h. 2 ans après la COP21, les promesses ne sont pas tenues. Il y a urgence, dit Laurent Fabius, l'architecte des accords de Paris, le président du Conseil constitutionnel qui reprend du service pour le climat. Et il s'est donc passé quelque chose de fou cette nuit à New York. Un tableau de Léonard de Vinci vendu 450 millions de dollars, 382 millions d'euros. Record absolu de l'histoire des ventes aux enchères, c'était chez Christie's. La toile s'intitule Salvator Mundi. Xavier Yvon, vous êtes à Manhattan. Vous avez vécu cette soirée incroyable. Les enchères ont grimpé sans cesse et alors contre toute attente. Murmure dans la salle quand on passe la barre des 200 millions de dollars. Applaudissements aux 300 millions. Les derniers enchérisseurs à se battre sont au téléphone. Stupéfaction quand une voix annonce 400 millions de dollars. En 19 minutes, le Salvator Mundi devient l'œuvre la plus chère au monde. Avec les taxes, 450 millions de dollars. Dans la salle, un homme regarde le tableau avec la tendresse d'un père. C'est mon bébé, dit Robert Simon. C'est lui, le marchand d'art, qui a découvert ce tableau, acheté il y a 12 ans pour seulement 10 000 dollars. Après restauration et recherches historiques, il a découvert qu'il était un authentique Léonard de Vinci. Le nouvel acquéreur, lui, veut rester anonyme. J'espère qu'il est tombé entre les mains d'un collectionneur bienveillant qui le mettra à la disposition du public, dit Robert Simon. Ce tableau est trop important pour rester caché. L'autre grand gagnant de la soirée, c'est Christie's. La maison de vente a réussi son coup marketing en créant un événement mondial autour de ce qu'elle a appelé le dernier Léonard de Vinci. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Également dans l'actualité ce matin, Jean-Philippe, la défense de Tariq Ramadan. L'islamologue accusé de viol et agression sexuelle, une enquête préliminaire a été ouverte et aujourd'hui, ses avocats dévoilent une ancienne conversation privée entre Tariq Ramadan et l'une de ses victimes présumées, Enda Ayari. Vous avez pu la consulter, Salomé Legrand. On parle là d'une discussion sur les réseaux sociaux et on dira que l'échange est plutôt cordial. Et oui, c'est Enda Ayari qui en prend l'initiative. Elle contacte le prédicateur sur Facebook. On est alors le 5 juin 2013, 1 an et 3 mois après le viol qu'elle dénonce aujourd'hui. Pourtant, à aucun moment la jeune femme ne mentionne ces violences présumées. Ça fait longtemps, je voulais avoir de tes nouvelles, écrit-elle. Pourquoi revenir, lui répond Tariq Ramadan. Enda Ayari reconnaît avoir été influencée par, je cite, des personnes qui te haïssent. C'est trop tard, lui rétorque-t-il. La jeune femme écrit encore, je ne souhaite plus que tu reviennes dans ma vie, ni qu'on se revoie, mais qu'on conserve un esprit bienveillant, un ton qui contraste avec la violence de ce qu'elle dit avoir subi. Mais pour son avocat, maître Grégoire Leclerc, l'échange est sorti de son contexte. Cette conversation peut laisser suggérer que Madame Ayari est dans une démarche tout à fait cordiale vis-à-vis de M. Ramadan. Ce n'est pas le cas. Ce qu'elle souhaite, c'est des excuses, tout simplement. Elle essaye de comprendre, de se libérer de son emprise. Elle utilise ce ton cordial pour essayer de voir si M. Ramadan, avec le recul, s'est rendu compte de ce qui a pu se passer dans cette chambre d'hôtel. Enda Ayari avait toujours reconnu ne pas avoir totalement coupé les ponts avec Tariq Ramadan après les faits. Son avocat redoute que cette publication ne déclenche une nouvelle vague d'insultes et de menaces contre sa cliente. Salomé Legrand. Il sera bientôt en France, annonce l'Élysée. Saad Hariri, pas en exil officiellement, mais invité avec sa famille par Emmanuel Macron. Ce matin, le Premier ministre démissionnaire du Liban est toujours en Arabie Saoudite. Il doit rencontrer le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Europe 1, il est 8h04. Et ce matin, vos journaux sont nombreux à saluer un jour historique pour l'aéronautique mondiale avec Airbus qui vient donc de décrocher la plus grosse commande de son histoire, la vente de 430 avions, des A320 pour une société américaine. Le chèque avoisine les 50 milliards de dollars. Excellente nouvelle évidemment. Maintenant, il va falloir livrer dans les temps et c'est un défi notamment, on va le voir, pour les sous-traitants d'Airbus. C'est ce que vous explique ce matin le spécialiste Xavier Titelman. Certes, Airbus peut multiplier ses lignes d'assemblage, mais en fait, il y a aussi des petites PME qui vont accompagner Airbus pour fournir des pièces très
spécifiques, elles par contre, elles peuvent pas forcément augmenter leur production dans des proportions qui vont être très importantes et peut-être que ça va coincer à leur niveau. D'une part, on achète un avion et de l'autre côté, on achète un moteur. Et donc les motoristes ont du mal à imaginer comment est-ce qu'ils vont réussir à augmenter leur cadence tout en gardant la qualité, parce qu'on peut imaginer des délocalisations, mais il faut bien se rendre compte, par exemple qu'en France, on a du mal à trouver des employés qui veulent travailler dans la métallurgie pour produire des moteurs. Propos recueillis par Pauline Jacot. Attention, on n'en a pas encore fini avec la surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés. Vous savez, celle qui est censée faire oublier en partie le fiasco de la taxe sur les dividendes. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Des sénateurs des Républicains ont saisi le Conseil constitutionnel et ils réclament que cette surtaxe soit invalidée. Oui, alors ce qu'il lui reproche, cette fameuse surtaxe qui ne sera réclamée qu'à 320 grands groupes, ce sont deux choses. D'abord, une rupture de l'égalité devant l'impôt et ensuite la décision d'imposer dans l'urgence à des entreprises dès cette année une lourde charge à laquelle elles n'étaient pas préparées. Certains députés et sénateurs parlent aussi d'atteinte au droit de propriété puisque si l'on ajoute cette taxe à tous les impôts que payent déjà les entreprises, le taux de prélèvement atteindrait dans certains cas 75%. Bon, et est-ce que ce recours a une chance d'aboutir ? Alors ça n'est pas le plus probable car s'ils invalidaient cette taxe, les juges mettraient une nouvelle fois dans l'embarras le gouvernement. Mais rien n'est exclu dans cette affaire un peu folle, d'autant que par ailleurs certaines entreprises réfléchissent de leur côté à l'idée d'attaquer l'État devant la justice, voire à déposer une plainte auprès de la Commission européenne en estimant qu'on leur fait payer une mauvaise décision politique dont elles ne sont pas responsables. Merci Daniel Fortin. Combien sont-ils aujourd'hui à battre le pavé ? Nouvelle journée de manifestation pour la 4e fois depuis la rentrée. Et le mot d'ordre est assez large contre la politique libérale du gouvernement. Philippe Martinez pour la CGT sera à Paris. Le leader de FO, Jean-Claude Mailly, sera plus discret à Marseille. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec d'abord un texte méconnu, c'est la loi olympique. Oui, elle est présentée aujourd'hui au Conseil des ministres avant les JO de 2024. Le comité international qui impose ses règles. Corinne Boulou. Du point de vue du droit, la loi olympique, c'est l'équivalent d'une loi d'état d'urgence pendant la durée des Jeux. Les règles du CIO prendront le pas sur le droit français, contraint de s'adapter, un État dans l'État. L'un des objectifs, c'est de protéger au maximum, par exemple, les marques partenaires des Jeux. Elle leur garantit l'absence de concurrence dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site olympique, et ce, 1 mois avant les Jeux et 15 jours après. Pour Patrick Clastre, historien du sport à l'Université de Lausanne, avec cette loi, l'État français doit faire face à un enjeu de liberté publique. S'il veut laisser fonctionner la libre concurrence, à ce moment-là, la loi n'est pas nécessaire. Donc c'est bien que l'on crée un droit d'exception, le monopole de l'espace parisien aux sponsors, telle carte de crédit que telle autre, avec contrôle des t-shirts, des spectateurs, comme ça a pu se produire à Londres. À Londres, en 2012, le CIO est allé jusqu'à mettre en place une police des marques pour vérifier le respect de son dispositif. Et dans le parc olympique, McDonald's, partenaire de l'époque, avait même fait interdire toute autre frite que les siennes. Corinne Boulou. Et puis en football, on connaît le nom du 32e et dernier qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sera le Pérou. On passe à la politique. C'était il y a 6 mois. Emmanuel Macron arrivait à l'Élysée et l'ancien monde était balayé. Quelques membres du gouvernement Hollande sont toujours visibles aujourd'hui. Stéphane Le Foll, par exemple, à l'Assemblée, ou encore Bernard Cazeneuve qui vient de sortir un livre. Mais les autres, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Vous avez pris de leurs nouvelles. Ils deviennent quoi, les anciens ministres ? Eh bien, c'est reconversion professionnelle ou retour à la vie d'avant. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est redevenu prof de droit constitutionnel. Sauf qu'il a dû remettre ses cours à jour car la réforme constitutionnelle de 2008 est passée par là. Jean-Marc Ayrault supervise la création d'une fondation consacrée à la mémoire de l'esclavage. Myriam El Khomri, elle, est devenue chef d'entreprise, figurez-vous. Elle vient de monter sa société de conseil. Matthias Fekl, le dernier ministre de l'Intérieur de François Hollande, sera avocat début janvier. C'est plus dur pour Emmanuel Cos, qui aux dernières nouvelles avait des pistes mais pas encore de travail, quand Marie-Lise Lebranchu, elle, profite de sa retraite pour voyager et lire. Ça doit être quand même compliqué, non, la vie d'après? Alors ça dépend des cas, l'agenda surchargé, la voiture avec chauffeur, les débats incessants. De tout ça, Marisol Touraine assure n'avoir ni blues ni nostalgie. Et en même temps, c'est dur de ne plus être dans le jeu, reconnaît son ex-collègue du budget, Christian Eckert. Ça a des aspects positifs, on peut dormir, on a plus de temps pour s'occuper de soi-même, de sa maison, de sa famille. Ensuite, c'est vrai que notamment à un certain moment, la rentrée parlementaire, la session budgétaire, on se dit qu'on n'est plus dedans et qu'on est un peu à côté. On est un peu, frustré. 40 ans d'engagement militant, ça ne s'interrompt pas du jour au lendemain, mais chacun a sa place.
Alors Aurélie, ça veut dire que la politique pour eux c'est totalement fini ? Pas pour tous. Certains dégainent des tweets quand le gouvernement s'en prend aux années Hollande. D'autres sont toujours élus locaux et beaucoup restent militants en espérant que le PS va se remettre. Entre deux leçons de conduite, Najat Vallaud-Belkacem confie que son retour en politique ne devrait pas trop tarder. Oui. Avec son ancien collègue Mathias Fekl, il se voit beaucoup en prévision du congrès du PS début 2018. L'enquête du 8h signée ce matin, Aurélie Herbemont du service politique. Et puis question, à quoi ressemblera l'école du futur ? Eh bien, réponse tout de suite au salon Educatech Educatis qui se tient en ce moment à Paris, Porte de Versailles. Plein d'innovations que vous présente Aurélien Fleureau. Reportage. Pour imaginer l'école du futur, il faut d'abord faire évoluer la salle de classe, créer de nouveaux espaces pour faire en sorte que les élèves ne soient pas uniquement assis à écouter leur enseignant. C'est ce que propose Bertrand Chavanel de la société Manutan Collectivité. On a besoin de respecter le rythme physiologique des enfants qui quelquefois ont besoin d'être dans une situation mobile, un peu dynamique, dans une même salle de classe. On doit pouvoir bouger les chaises et les tables facilement sans faire de bruit et disposer tel qu'on en a besoin par rapport à une phase pédagogique. L'innovation concerne aussi le contenu de ce qui est enseigné. Pour les plus petits, ça peut être créer une histoire numérique. Adeline Fradé, fondatrice de Whisperies. Ils vont vouloir un peu à la façon de Minority Report, prendre leurs images, les agrandir, les faire tourner avec l'outil de création. Pour les plus grands, ça passe souvent par le jeu vidéo. C'est ce que met déjà en place Stéphane Cloître. Il est prof de technologie dans un collège de Bretagne. Une version du jeu vidéo Minecraft Éducation Édition qu'on peut utiliser en classe pour apprendre aux élèves à programmer des robots virtuels. On peut leur apprendre aussi à construire des bâtiments, etc. Donc on peut l'utiliser dans quasiment toutes les matières. Et pour que l'envie d'un enseignant se concrétise, il faut bien sûr des moyens. L'Académie de Versailles, par exemple, a investi 10 millions d'euros dans 600 établissements pour l'achat de nouveaux mobiliers et de 50 000 tablettes. Reportage signé Aurélien Fleureau. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.